sud-radio.fr. Sud Radio, l'œil de l'expert. Et on va parler avec notre invité du risque nucléaire au cœur du conflit en Ukraine. On reçoit et on le remercie Benjamin Haute-Couverture. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des questions de désarmement nucléaire. C'est notre cauchemar à tous actuellement depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce risque nucléaire et les déclarations glaçantes du président russe. Parce que déjà la première des choses, c'est que c'est la première fois dans notre histoire finalement, Benjamin Haute-Couverture, que nous avons une guerre dans un pays qui a du nucléaire civil par un pays qui détient l'arme nucléaire. C'est sans précédent. Alors oui, effectivement, cette situation est inédite, mais en revanche, je ne ferai pas le lien entre les deux. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre l'arme nucléaire de la Russie d'une part et les réacteurs électronucléaires ukrainiens de l'autre. Si la Russie voulait s'en prendre au potentiel nucléaire civil ukrainien, il n'aurait pas besoin d'armes nucléaires, tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, si vous voulez. Il s'agit vraiment de deux registres tout à fait différents. L'Ukraine, en 1991, était détenteur d'un nombre considérable d'ogives nucléaires héritées de l'ex-URSS, aurait pu éventuellement, dans des conditions sur lesquelles il faudrait revenir, décider de conserver ces ogives et d'être une puissance nucléaire. Ça ne lui aurait certainement pas été permis ni par la Russie ni par les États-Unis à l'époque. Mais en tout état de cause, elle ne l'a pas fait avant de rejoindre le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dont elle est partie comme État non doté de l'arme nucléaire. Donc il s'agit bien d'un pays qui a fait le choix de dénucléariser sa politique de sécurité et de désarmer entre 1991 et 1994 avec ce fameux mémorandum de Budapest qui a été violé dès 2014 avec l'annexion de la Crimée. Alors comment comprendre la prise de la centrale, enfin de ce qu'il en reste de Tchernobyl, ou ensuite prendre le contrôle pour l'armée russe de la centrale, la méga centrale de Zaporijia? Quel était l'intérêt militaire et stratégique pour la Russie d'avoir ces deux points-là? L'intérêt stratégique, il est majeur dans la mesure où les 15 réacteurs qui sont développés, qui sont mis en place dans les 4 centrales nucléaires du pays font partie des infrastructures critiques et de la souveraineté énergétique de ce pays, puisque plus de 50% de la production d'électricité du pays en est issue. Par conséquent, mettre la main sur cette ressource essentielle de production d'énergie est évidemment un objectif tactique pour un ennemi, et en particulier pour la Russie. Et puis, vous savez, en Ukraine, il y a un élément supplémentaire qui tient vraiment au contexte de la relation nucléaire entre l'Ukraine et la Russie. Traditionnellement, les installations ukrainiennes, les réacteurs de puissance en particulier, sont russes. Ce sont en particulier les réacteurs VVR 440 et la génération suivante, les VVR 1000. Tout comme, du reste, la majorité du combustible nucléaire qui alimente les centrales. Mais depuis une quinzaine d'années, l'Ukraine s'est mise à diversifier ses partenaires, s'est tournée vers l'Europe, y compris d'ailleurs pour les réacteurs qu'elle ambitionne de construire pour accroître son parc. Et il s'agit même d'une des voies privilégiées du rapprochement de l'Ukraine depuis 2014 vers l'Europe, un peu dans l'esprit des pères fondateurs de l'Union européenne, du reste, dans les années 50. Et dans ce contexte, on peut parfaitement comprendre que la prise de contrôle des 4 centrales, en l'occurrence, il s'agit d'une centrale plus les installations fermées de Tchernobyl, mais on peut tout à fait comprendre que cette volonté de prise de contrôle soit considérée comme un objectif vraiment stratégique par la Russie, en ça qui marque très fortement le retour de la mainmise russe sur un secteur qui serait en passe de lui échapper historiquement et qui est un marqueur très très fort de l'indépendance nationale. C'est la souveraineté énergétique. Nous, Français, nous sommes bien placés pour le savoir et pour le ressentir. Donc il y a vraiment cet élément en plus qui fait partie d'une guerre de communication et vis-à-vis de l'opinion mondiale.
Benjamin Haute-Couverture, je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des questions de désarmement nucléaire. On en vient au dossier maintenant de l'arme nucléaire détenue par la Russie, source de l'angoisse de l'Occident finalement et du monde entier, avec cette menace qui n'est plus à demi voilée, maintenant qui est clairement affichée. Alors, est-ce que vous l'avez prise au sérieux? On en est aujourd'hui quasiment à 2 semaines de conflit. Cette menace est-elle toujours à un niveau élevé? Est-elle redescendue? Quelle est votre analyse? Vous savez, faire porter une menace d'utilisation, d'emploi de l'arme nucléaire, c'est une partie intégrante de la dissuasion nucléaire. Pour que la dissuasion nucléaire fonctionne, il faut que l'emploi d'une arme nucléaire soit crédible, soit possible et soit perçu comme tel pour un adversaire. Par conséquent, le fait de menacer clairement ou de manière plus voilée les États qui souhaiteraient aider l'Ukraine est une manière de rappeler que les opérations conventionnelles sur les théâtres d'opération en Ukraine se déroulent sous la couverture stratégique de l'arme nucléaire russe et que par conséquent, ce territoire de guerre est sanctuarisé. Donc il y a quelque chose de normal dans le fait de le faire. C'est une utilisation, on peut dire qu'elle est vraiment pernicieuse, vraiment cynique de la dissuasion nucléaire, mais au fond, la dissuasion nucléaire, elle peut être aussi faite pour ça, c'est-à-dire pour sanctuariser un territoire. Malheureusement, c'est comme ça que c'est fait. Alors, quand on rentre dans les détails, il y a une autre question qu'il faut évidemment analyser, c'est celle de la doctrine nucléaire russe. Est-ce qu'un emploi est possible? Alors, cette doctrine, elle a été clarifiée au cours de la décennie 2010 jusqu'à la formulation d'un nouveau document, disons, plus spécifiquement tourné vers la dissuasion nucléaire. C'était en juin 2020. Et la Russie l'a fait en juin 2020 pour rendre sa doctrine plus transparente et pour préciser justement les conditions d'utilisation des armes nucléaires. C'est un document qui s'appelle « Les principes fondamentaux de la politique d'État de la Fédération de Russie en matière de dissuasion nucléaire ». Or, s'il y a une certaine clarification qui est apportée, en cas de conflit militaire, la politique nucléaire russe prévoit la prévention d'une escalade des actions militaires et leur cessation dans des conditions qui doivent être acceptables pour la Fédération de Russie et ou de ses alliés, hein, c'est-à-dire les membres de l'organisation du traité de sécurité collective entre les 6 pays. Et donc, on pourrait estimer, si vous voulez, si on en fait une lecture critique un petit peu pessimiste, que ça signifierait que la Russie pourrait menacer de recourir à l'arme nucléaire afin de dissuader un conflit qui menacerait l'existence de l'État. Donc ça veut dire qu'il y aurait quand même certains scénarios dans lesquels ça pourrait être éventuellement possible. Mais je mets beaucoup de parenthèses et beaucoup de précautions parce que fondamentalement, il s'agit quand même d'une doctrine de dissuasion défensive avec aucun emploi préemptif de l'arme nucléaire et un seuil d'emploi de l'arme nucléaire qui, semble-t-il, aurait plutôt tendance à s'élever depuis 2014 en Russie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, toutes les hypothèses restent possibles, restent ouvertes? Oui, il y a toujours des hypothèses, vous savez, il y a toujours des scénarios, mais celui-ci n'est vraiment pas le scénario le plus probable. D'accord. On est, encore une fois, dans l'exercice assez classique d'une dissuasion nucléaire stratégique qui a vocation à empêcher des États amis de l'Ukraine de rentrer trop avant dans le conflit. On voit que ça fonctionne pour l'instant, puisque l'armée russe, même si elle n'avance pas aussi vite, sans doute visiblement que prévu dans les plans initiaux, avance toujours et continue de son opération de destruction de l'Ukraine. Pour l'instant, c'est une politique de la menace nucléaire qui fonctionne, vous diriez? Eh bien oui, force est de constater que la dissuasion et une ambiguïté sur la menace d'emploi fonctionne en cela que l'agression conventionnelle peut continuer sans trouver plus de défense que celle que sont capables d'offrir les Ukrainiens. Alors le fait que les Ukrainiens résistent et résistent efficacement, c'est une chose, mais c'est une chose qui est différente, qu'il faut distinguer. Mais sur le plan de la dissuasion nucléaire, à l'évidence, cette forme de dissuasion est effective et est fonctionnelle pour le moment, bien entendu.
Est-ce que quelle est la puissance de feu, je mets des guillemets, nucléaire russe, et quel pays comparable dans les détenteurs de l'arme nucléaire dans le monde? La puissance de feu, elle est aussi forte que celle que peut afficher les États-Unis. Il s'agit de tous les deux de pays dont les capacités stratégiques sont plafonnées par le traité New START qui a été reconduit pour 5 ans en février 2021 et au titre duquel les deux États ont le droit, et c'est le cas d'ailleurs à peu près, à 1500 têtes nucléaires et environ 700 lanceurs. Et ça, c'est pour les armes stratégiques. Pour le reste, la Russie, à la différence des États-Unis, dispose de beaucoup d'ogives dites non stratégiques, qui oscillent entre 1008, 1009 et beaucoup plus, mais dans une opacité telle qu'il est difficile de dire précisément quel est cet arsenal, pour une utilisation dans la doctrine de dissuasion nucléaire qui est assez floue et assez vague. Par conséquent, la capacité de destruction, si vous voulez, elle est considérable, même si la Russie a vu son stock considérablement baisser depuis 30 ans. Mais enfin, ça reste tout de même le pays nucléaire le premier au monde, avec les États-Unis à peu près à parité, si vous voulez. La France, le Royaume-Uni et la Chine sont bien en dessous, pas du tout dans des chiffres comparables. Est-ce que ça veut dire, parce que on espère qu'un jour cette guerre prendra fin, elle prendra fin d'une manière ou d'une autre, mais en tous les cas, si on en sort assez rapidement, est-ce qu'il faudra poser les bases d'une sortie, d'un désarmement nucléaire à l'échelle de la planète? Parce qu'on ne pourrait plus vivre avec cette menace en 2020, 22, 23. Enfin, dans notre siècle, on ne pourrait plus vivre avec cette menace. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il s'agisse d'un vœu pieux, parce que c'est une volonté qui se heurte précisément à la force des doctrines de dissuasion nucléaire des États dotés et à la nécessité pour ces États de conserver leur capacité nucléaire adossée à des doctrines de dissuasion qui garantissent l'assurance vie des États qui en disposent, la France en particulier d'ailleurs. Donc il y a peu de chances, si vous voulez, pour que ce conflit ukrainien, qui reste encore une fois un conflit conventionnel, conduise à un bouleversement des données et des facteurs qui pourraient accélérer de manière considérable ou inédite le désarmement nucléaire. Cela étant, le désarmement nucléaire, c'est un processus en marche qui a donné beaucoup de résultats depuis le début des années 90, même s'il marque à l'évidence le pas depuis le milieu de la décennie 2010. Mais je ne pense pas que le conflit ukrainien, de ce point de vue-là, soit une rupture historique dans l'ordre nucléaire mondial. Non. Ce qui veut dire, pour terminer, dernière question, nous, Français, on doit être rassurés de posséder l'arme nucléaire? Eh bien, écoutez, je fais en partie, moi, de ceux qui pensent qu'effectivement, la dissuasion nucléaire française, qui est strictement défensive, est efficace, est fonctionnelle, est crédible et empêche tout adversaire de s'en prendre à nos intérêts vitaux, dont je rappelle que la liste n'est pas établie précisément pour empêcher les effets de seuil. Merci infiniment, Benjamin Haute-Couverture, d'avoir été avec nous ce matin dans l'œil de l'expert sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de ces questions de désarmement nucléaire, pour cet éclairage précis sur ce sujet qui, je le sais, empêche beaucoup de monde non pas de dormir, mais en tous les cas qui angoisse plus d'un en cette période de guerre en Ukraine. Il en sera question dans un instant sur Sud Radio. Ça ne sera pas le seul sujet évidemment, mais avec nos 4 débatteurs qui nous rejoignent jusqu'à midi, et vos questions également au 0826 300 300, commentaires et réactions également sur tous nos réseaux sociaux ou encore sur la page YouTube de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons